Le 2 janvier, à Saint-Tropez, l'église Notre-Dame de l'Assomption est submergée par une foule compacte, des caméras, des flashs crépitants et des regards humides. Les personnalités de la République côtoient de simples anonymes, tous rassemblés pour un ultime adieu à Brigitte Bardot. Pourtant, au milieu de cette mise en scène de chagrin et de commémoration, un homme se distingue, seul et en retrait. Son visage reste de marbre, son costume est sombre, pas un mot, pas un geste ne s'échappe. Il observe le cercueil se fermer sur la femme qui lui a donné la vie mais qui ne l'a jamais véritablement accueilli dans la sienne. Voici Nicolas-Jacques Charrier, le seul et unique enfant biologique de Brigitte Bardot. La présence fantomatique d'un fils renié. Durant plus de 60 ans, il n'a jamais parlé, jamais rien publié, jamais rien exigé. Et malgré tout, il se tenait au premier rang en cette journée funeste, et si ce mutisme n'était pas une simple absence, mais le plus sévère des verdicts, et si ce qu'il a toujours tu était infiniment plus puissant que n'importe quel discours, tout débute dans le Paris bouillonnant des années 1950, Brigitte Bardot, une jeune comédienne en pleine ascension dotée d'un charme dévastateur, se transforme rapidement en une véritable icône nationale et même planétaire. Sa beauté éclatante, son esprit frondeur et sa sensualité pleinement assumée construisent autour d'elle une légende vivante. En 1959, à seulement 25 ans, elle unit sa destinée à celle de Jacques Charrier, un acteur lui aussi promis à un brillant avenir. La France entière les adule, épie leurs moindres faits et gestes, les transforme en couple idéal, mais loin des clichés parfaits, la réalité est bien plus sombre. Très rapidement, Bardot se sent prise au piège. Enceinte de son premier enfant, elle perçoit cette grossesse non comme un don du ciel, mais bien comme une épreuve terrifiante. Elle confiera plus tard dans ses mémoires « Je ne désirais pas cet enfant. Sa venue au monde a été une tragédie. Pour moi, des paroles d'une froideur et d'une violence inouïes qui provoqueront la stupeur dans tout le pays des décennies après. » Le 11 janvier 1960, Nicolas-Jacques Charrier a vu le jour à Nil-sur-Seine. Cependant, son arrivée ne fut saluée ni par des larmes de bonheur, ni par un baiser affectueux de sa génitrice. Dès ses vagissements initiaux, un silence glacial l'enveloppa. Bardot opposa un refus catégorique à l'idée de le rencontrer. Son absence était totale, voulue et pesante. Modèle. De l'acte de naissance, elle quitte la maternité comme on s'échappe d'une scène de crime. Jacques Charrier, bien que profondément affecté, se montre résolu et prend seul les responsabilités. Il éduquera leur fils en solitaire après leur divorce, survenu à peine 2 ans après la venue de Nicolas. Au cours des années qui suivent, Bardot se plonge avec une ardeur frénétique dans une liberté retrouvée. Elle enchaîne les films, les voyages, les amours, et clame haut et fort son rejet viscéral de la maternité. Pendant ce temps, Nicolas grandit dans l'ombre d'un patronyme qui fait fantasmer le monde entier, mais qui semble lui être étranger. Son existence se partage entre Paris et la campagne, sous la protection de son père, loin des photographes et surtout, maintenu à distance de celle qu'il a rejetée avant même ses premiers mots. Cependant, le plus insupportable n'est pas le vide, mais le dédain affiché, publiquement. Lors d'entretiens, Bardot évoque sa demeure de Saint-Tropez, ses animaux qu'elle chérit, ses luttes, contre la chasse, mais jamais, au grand jamais, son fils. Pire encore, elle avouera à de multiples reprises son regret de ne pas avoir eu recours à l'avortement. Pour Nicolas, chaque intervention de sa mère dans les médias est une piqûre de rappel que sa propre existence est une charge. Dans la cour de l'école, les autres enfants murmurent « C'est le fils de Bardot, n'est-ce pas ?» Mais il se contente de baisser les yeux, sans jamais répondre. Il réalise très jeune que son nom est une sorte de malédiction, un patrimoine empoisonné qu'il ne désire pas. Son père s'efforce de le préserver. Mais la presse est sans pitié. Chaque déclaration de Bardot est reprise et déformée. Nicolas a à peine 10 ans. Quand sa mère proclame dans une lettre ouverte « Je ne suis pas programmée pour être mère », c'est probablement à ce moment que se dresse la première muraille, celle du mutisme, de l'effacement volontaire, de la disparition choisie. Un enfant qui n'a jamais été consolé, jamais réellement entendu, un jeune homme à qui l'on n'a jamais murmuré « je t'aime », mais qui a dû apprendre à aimer malgré tout, à saisir l'insaisissable
et a porté cette absence comme une seconde nature. Nicolas-Jacques Charrier se construit sans éclat, sans plainte, sans colère visible, mais avec au plus profond de son regard une interrogation obsédante. Pourquoi? Tandis que Nicolas apprend à marcher, Brigitte Bardot, elle, s'envole dans le firmament du 7e art tel un météore, incandescent. Au cours de cette décennie des années 60, elle est bien plus qu'une simple comédienne. Elle est une véritable révolution culturelle. Après « Et Dieu » créa la femme en 1956. La planète entière n'a Dieu que pour elle. Elle représente une féminité nouvelle, affranchie, convoitée, et totalement inclassable. Elle est pour le cinéma européen ce que Marilyn Monroe est pour Hollywood, avec cette distinction capitale. Bardot ne se laisse posséder par personne. En 1963, les projets s'accumulent, Le mépris de Jean-Luc Godard, Viva Maria aux côtés de Jeanne, Moreau et une multitude d'autres. Chaque film est un triomphe commercial. Chacune de ses apparitions publiques provoque des scènes d'hystérie collective. Les chiffres de sa réussite donnent le vertige des millions de spectateurs dans les cinémas, des dizaines et des dizaines de unes de magazines, des contrats faramineux à l'échelle mondiale. Brigitte Bardot accède au statut de femme la mieux rémunérée de France, et sans doute la plus immortalisée par les photographes en Europe. Elle fait l'acquisition à Saint-Tropez de la légendaire villa La Madrague, qui deviendra tout à la fois sa forteresse et son paradis personnel. Au milieu de ces animaux, entourée de musiciens, d'artistes et d'amants de passage, elle se constitue un royaume hédoniste fait de scandales revendiqués et d'une liberté provocante. On la voit absolument partout, excepté aux côtés de son propre fils. Le nom de Nicolas n'est jamais mentionné dans les reportages, il ne fait partie d'aucune invitation. Sur les plateaux de tournage, dans les fêtes mondaines ou durant les escapades à Saint-Tropez, il est maintenu à distance, délibérément rendu invisible. Brigitte Bardot ne l'évoque jamais, pas même au cœur de ses confessions les plus personnelles. Pour les médias, elle incarne la muse. Des photographes, la nymphe française, mais en aucun cas la mère. Plus les feux des projecteurs s'intensifient, plus l'obscurité qui entoure Nicolas gagne en épaisseur. En 1973, âgé de seulement 39 ans, Bardot prend la décision de clore sa carrière. Une retraite inattendue qui sème le trouble dans l'opinion publique. Mais à ses yeux, le 7e art n'avait plus rien à lui apporter. Elle se consacre alors à la cause animale, se muant en une activiste radicale et estimée. Elle met sur pied la fondation. Brigitte Bardot condamne l'abattage, la chasse et l'expérimentation. Elle devient une toute autre icône, celle de la compassion pour les animaux. Et sur ce point également, le décalage est stupéfiant. Elle alloue des sommes colossales pour secourir des phoques, accueille des chiens par dizaines, mais ne dédie ni une lettre, ni une visite, ni le moindre geste à son propre fils, en public. Elle dénonce l'inhumanité envers les bêtes, en privé. Elle entretient un silence de glace à l'égard de l'être humain qui partage son nom. La renommée continue pourtant de ceindre son existence, telle une armure d'or. Elle fait paraître ses mémoires, accorde des entretiens explosifs et multiplie les déclarations chocs. Chaque acte est revendiqué, chaque parole est mise en scène. Brigitte Bardot ne formule jamais d'excuses. Néanmoins, une faille commence à se dessiner sur cette image. Immaculée, à mesure que les années défilent, les interrogations se font plus pressantes. Pourquoi Bardot n'aborde-t-elle jamais le sujet de son fils? Où se trouve-t-il? Que peut-il bien penser le public, qui l'a si longtemps adulé, commence à ressentir un certain inconfort. Quelques journalistes s'aventurent à lui poser la question. Sa réponse est tranchante. « Je ne suis pas conçu pour être mère. Je l'ai affirmé, je le revendique. » Nicolas, pour sa part, atteint l'âge adulte, mais loin de vouloir tirer profit du nom. Bardot, il s'en détourne. Il ne convoite ni la célébrité, ni les contacts. Il change de nation, s'établit en Norvège, se dédie à l'enseignement et mène une existence retirée, presque ascétique. Il n'existe aucune photographie récente de lui, pas le moindre entretien, aucune manifestation publique. Il se mue en une véritable énigme et une peine diffuse pour quiconque suit le parcours de Bardot. Ce mutisme pèse de plus, en plus lourdement dans la biographie éclatante de la célébrité, car à force d'être sous les projecteurs, Bardot ne fait que rendre plus
Évidente l'ombre qu'elle laisse dans son sillage. On pourrait présumer que tout cela est consenti, que les deux protagonistes ont convenu de s'ignorer. Mais la situation est bien plus nuancée. Des personnes proches de Jacques Charrier mentionnent à demi-mot des tentatives de réconciliation, des missives expédiées, des présents systématiquement refusés, une mère qui ne le désirait pas, un fils qui a fini par renoncer à espérer. À la fin des années 1990, lorsque Bardot fait paraître ses mémoires, initiales B, la cicatrice se rouvre, brutalement. Elle y atteste noir sur blanc n'avoir jamais désiré la venue de cet enfant. Une telle phrase, issue de la bouche de n'importe qui d'autre, aurait provoqué un scandale majeur. Provenant de Bardot, elle se transforme presque en une proclamation de sincérité. Mais pour Nicolas, elle représente une condamnation finale. Et alors que les ouvrages se vendent par centaines de milliers, que Bardot est toujours encensé, lui demeure cloîtré dans son silence. Le même mutisme qu'il observe depuis son premier jour. Pendant que la planète continue de vénérer Brigitte Bardot comme une légende intouchable, une ombre tenace s'épaissit dans les replis de son histoire, celle d'un enfant absent, d'un prénom jamais articulé, d'un lien anéanti avant même d'avoir pu se former. Cependant, au fil des décennies, des indices, des révélations et des silences pesants se sont amoncelés, tels les multiples fragments d'un puzzle que personne n'avait jusqu'alors eu le courage de reconstituer. Le premier élément déconcertant apparaît à la fin des années 80. À cette période, Jacques Charrier accorde un entretien exceptionnel où il aborde avec une grande pudeur l'éducation de son fils. « J'ai élevé Nicolas en toute discrétion. Je désirais lui permettre d'avoir une enfance ordinaire. Une formule en apparence anodine, mais qui trahit le choix délibéré de ne pas associer l'enfant à l'univers hyper-médiatisé de sa mère. Une décision protectrice, sans aucun doute, mais qui sonne aussi comme un aveu. Il existait une chose, ou plutôt une personne, dont il fallait absolument préserver, Nicolas. La période adolescente du jeune Charrier demeure un territoire presque entièrement inexploré. Pas un seul témoignage direct, pas une seule image. Diffusée publiquement, les quelques clichés de lui enfant remontent à ses 5 ou 6 ans, et après cela, plus rien, comme s'il avait délibérément choisi de disparaître de ce récit. Et c'est sans doute ici que réside le premier acte d'affirmation de sa vie, se soustraire d'un conte de fées qui n'a jamais été le sien. Au cours des années 1990, Brigitte Bardot continue de heurter l'opinion publique avec ses prises de position extrême. Si son dévouement pour la cause animale est largement salué, ses déclarations sur l'immigration, l'islam ou bien l'homosexualité suscitent la controverse. Pas moins de 5 condamnations pour incitation à la haine raciale marquent cette phase de sa vie. Ce radicalisme pleinement revendiqué accentue davantage le fossé entre elle et une société qui, progressivement, se distancie de ses valeurs. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Nicolas aurait été lui-même profondément peiné par ses interventions publiques. Selon un entretien réalisé en 2018 par une reporter norvégienne spécialisée dans le parcours des célébrités exilées, un confrère académique de Nicolas aurait révélé « Il est d'une grande réserve », mais lorsque le nom de sa mère ressurgit dans les médias, on perçoit une crispation évidente. Il dévie aussitôt la conversation. Il refuse catégoriquement toute association avec elle. Ce rejet profond n'est pas une simple prise de distance. Il serait, d'après certains intimes, la conséquence d'années de souffrances contenues, de questions en suspens et de courriers demeurés sans réponse. Un autre élément significatif émerge en 2003, l'année où Bardot publie un nouvel essai sur la maternité. Elle y affirme sans détour « Mettre un enfant au monde, c'est se mettre des chaînes. Je ne regrette aucunement de m'en être affranchi. » Cette déclaration, largement relayée par la presse, provoque un choc, mais la réaction attendue de Nicolas ne vient jamais. C'est un silence absolu, aucune demande de rectification, aucun message officiel, uniquement ce mutisme persistant. Pourtant, au cœur de cette absence de mots, les récits de témoins se multiplient. Une amie de longue date de la famille, qui a souhaité garder l'anonymat, a confié à France Dimanche en 2010 avoir vu Nicolas en larmes une unique fois. C'était juste après la parution d'un article dans lequel Brigitte affirmait n'avoir jamais éprouvé le moindre instinct maternel. Il ne hurlait pas, ne brisait aucun objet, il pleurait simplement en silence.
Et puis, il y a cette photographie singulière, presque troublante, montrant Nicolas et Brigitte posant ensemble lors d'une séance photo organisée alors qu'il avait à peine 3 ans. Le jeune garçon fixe l'objectif avec une certaine curiosité. Elle, en revanche, esquisse un sourire, mais son regard se porte ailleurs. Ce cliché, longtemps exploité par les médias pour symboliser un instant mère-fils, représente en fait l'unique photographie officielle où ils sont réunis, une scène figée, artificielle, dénuée de toute chaleur, qui en révèle bien plus que 1000 déclarations, à compter de 2010. Nicolas, qui en révèle bien plus que 1000 déclarations, à compter de 2010. Nicolas s'efface complètement de la scène publique française. Il s'installe à Oslo, enseigne l'histoire de l'art à l'université, épouse une Norvégienne et devient père de 2 filles. Il cultive un anonymat si parfait que la plupart de ses étudiants ignorent sa véritable filiation. Il a même modifié son nom légalement en un Sattva, terre scandinave. Il n'emploie plus le nom Charrier, et encore moins celui de Bardot. Cette décision de s'effacer, de devenir un inconnu, est vue par de nombreux observateurs comme une forme d'accusation muette. Je suis l'enfant d'une légende, mais je choisis de renoncer à cet héritage. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2016, au cours d'une émission télévisuelle célébrant les grandes personnalités du cinéma français, Brigitte Bardot se voit décerner un prix honorifique. Une séquence vidéo la montre recevant une longue ovation de l'assistance. Non, coulisses, un témoin oculaire affirme qu'un homme se tenait en retrait, observant la cérémonie sans se manifester. Il aurait discrètement quitté les lieux avant la fin des célébrations. Selon plusieurs sources journalistiques, cet individu n'était autre que Nicolas lui-même. La question demeure: pourquoi venir jusqu'ici pour ne rien dire? Pourquoi ne pas tenter de lui adresser la parole, même après tant de décennies de séparation? Et si la clé de l'énigme se trouvait dans une décision personnelle et radicale, celle de ne pas cautionner un récit qu'il estime mensonger. Au fil du temps, les indices de cette fracture définitive ne font que se multiplier. La dernière tentative de réconciliation connue daterait de 2020, lorsque Brigitte Bardot, très affaiblie par la maladie, aurait fait parvenir une lettre par le biais d'un avocat conviant Nicolas à lui rendre visite à la Madrague. Il ne s'y est jamais rendu. Sa seule réponse aurait été un court message: « Il est désormais trop tard ». Dans un échange épistolaire intercepté par un biographe, un proche de Nicolas aurait résumé la situation de cette manière: « Il ne lui en veut plus, il a simplement achevé son deuil il y a très longtemps ». Ce deuil, cependant, ne paraît jamais totalement achevé. En effet, à chaque nouvelle apparition médiatique de Bardot, à chaque célébration, à chaque panégyrique, le silence de Nicolas se fait de plus en plus pesant. Il n'a jamais proféré d'insulte envers sa mère. Jamais il ne l'a publiquement remise en question. Il n'a pas même songé à écrire un livre. Toutefois, son absence continue, calculée et assumée, se transforme en un acte puissant, une déclaration sans parole, un rejet viscéral d'exister au sein d'une histoire qu'on ne l'a jamais autorisé à façonner. Et si, finalement, ce mutisme était la plus violente de toutes les vérités? La journée du 28 décembre 2025 scelle une rupture irréversible. À l'âge de 91 ans, Brigitte Bardot rend son dernier souffle dans sa demeure de la Madrague à Saint-Tropez, entourée d'un cercle restreint d'intimes et de ses inséparables compagnons animaux. L'information se propage telle une onde de choc à travers la nation. Pour une grande majorité, c'est la fin d'une ère, la disparition de la dernière grande icône française du XXe siècle. Des programmes spéciaux tournent en boucle sur les chaînes de télévision, les hommages affluent de toutes parts, les plateformes sociales s'enflamment. La France entière parle de Bardot, la France entière, à l'exception de son fils unique, le jour où son décès est annoncé, Nicolas. Jacques Charrier ne publie absolument rien, aucun mot, aucune image, aucune déclaration, le néant. Il demeure à Oslo, inaccessible. Les reporters s'acharnent à le contacter, épluchent ses profils en ligne, questionnent son voisinage. Ses peines perdues, l'homme semble s'être volatilisé, ou plutôt s'être à nouveau dissous dans cette invisibilité qu'il a érigée en mode de vie depuis des décennies. Pourtant, à la stupéfaction générale, quelques jours plus tard, une source de la mairie de Saint-Tropez le confirme.
Nicolas sera bien présent aux funérailles. Le 2 janvier 2026, il est aperçu pour la première fois en plus de 20 ans sur le territoire français. Les objectifs le saisissent un court instant sur le parvis de l'église. Vert fumé dissimulant son regard. Expression impénétrable. Il est escorté par un homme plus jeune, probablement l'un de ses beaux-fils. Pas un seul mot n'est prononcé. Pas un geste de la main n'est esquissé. Il pénètre dans l'édifice sans un regard, s'installant dans un coin, à l'écart. Au cœur de la nef, le crépitement des flashs résonne. Le monde des célébrités est venu saluer. La mémoire de l'icône bébé. Cependant, une absence palpable flotte sur l'assemblée, celle d'une conversation qui n'a jamais eu lieu, d'une absolution jamais implorée, d'une affection jamais manifestée. Des témoins livrent leurs impressions. Une cousine éloignée de Bardot se confie à un reporter de Paris Match. Au moment où le cercueil a franchi les portes, Nicolas était comme pétrifié. Son regard s'est élevé en direction du plafond voûté. Aucune larme, mais son poing se serrait. C'était une scène hors du temps, presque surnaturelle. Alors que la planète entière faisait ses adieux à Brigitte Bardot, son propre fils donnait l'impression de l'avoir mise en terre depuis une éternité. Sa présence à la cérémonie n'excédera pas 1 heure, il n'échangera aucune parole, ne s'éternisera pas au cimetière marin. Il s'éclipsera bien avant que les équipes de tournage n'aient fini de remballer leur matériel. Cette scène, qui aurait pu être l'instant d'une paix retrouvée, se transforme en l'apogée d'un reniement muet. Dans les rédactions, les questions fusent. Pour quelle raison est-il resté silencieux? Pourquoi ce refus de lui rendre un quelconque hommage? Pourquoi ne pas avoir rompu ce mutisme, ne serait-ce que pour un dernier mot d'adieu? Cependant, ce que la plupart ignorent, c'est que peu avant la disparition de Bardot, un ultime incident avait scellé à jamais la rupture entre eux. En septembre 2025, soit 3 mois avant son décès, Brigitte Bardot, diminuée mais l'esprit clair, avait tourné une ultime vidéo pour les besoins de sa fondation. Un message touchant où elle exprimait sa gratitude envers ses bienfaiteurs, déclarait son souhait de s'en aller sereinement et mentionnait « les seuls êtres qui m'aient vraiment aimé toute ma vie, mes animaux ». Une fois encore, pas la moindre. Allusion à Nicolas, comme si, même face à l'inéluctable, elle s'obstinait dans ce déni de maternité. Ce passage, largement relayé par les télévisions nationales, aurait profondément meurtri Nicolas. D'après une source du milieu universitaire d'Oslo, il aurait eu cette simple réaction « c'est tout elle ne changera donc jamais ». Et c'est précisément là que se trouve sans doute l'explication de cette absence de chagrin manifeste. Il n'y a rien à déplorer lorsque l'on a été effacé de la narration dès les premières lignes. L'opinion publique commence alors à se fracturer. Certains inconditionnels de Bardot fustigeant le comportement glacial de son fils. D'autres, à l'inverse, prennent sa défense. Peut-on faire le deuil d'une mère qui ne vous a jamais vraiment considéré? Les polémiques embrasent les plateformes numériques. Des mots-clics apparaissent. Justice pour Nicolas. Chi, bébé la mère oublieuse. Et de silence, assourdissant, la presse à scandale. Chi, bébé la mère oublieuse. Et de silence, assourdissant, la presse à scandale s'empare de l'affaire. Enquête sur la succession. Sonde. L'entourage et relance le débat sur la maternité à l'épreuve de la célébrité, mais Nicolas, imperturbable, reste fidèle à sa ligne de conduite et ne répond à aucune sollicitation. Un ancien conseil de Jacques Charrier synthétise la situation dans une tribune, parue dans Le Monde. Nicolas n'a jamais souhaité prendre la parole, car il n'a jamais désiré appartenir à l'univers de Brigitte Bardot. Il ne se positionnait pas en adversaire, il était simplement ailleurs. Et c'est dans cet ailleurs que réside l'entièreté du drame. Car au moment de l'ultime adieu, aucune main ne s'est tendue, aucune parole n'a cherché à panser les plaies, la mort, loin de rassembler, a scellé définitivement la cassure, la femme que la France pleure et l'enfant qu'elle a écarté, 2 trajectoires, 2 solitudes qui ont évolué en parallèle sans jamais se rejoindre et au sein de cette église, sous les dorures du mythe et les chants funèbres. Un homme demeure droit, impassible. Il n'extériorise pas sa souffrance, il ne revendique rien, et pourtant, il est là. Ce simple fait, cette présence silencieuse, est plus éloquente que tous les éloges. Il aura fallu que la mort de Brigitte Bardot survienne pour que les paroles si longtemps enfouies commencent à percer.
non par un communiqué officiel, ni un livre à scandale ou une interview explosive, mais par des fragments qui affleurent, ici et là, dans le sillage, d'une vie de discrétion. 3 semaines après les funérailles, un journaliste norvégien, Lars Nystrom, publie un article confidentiel, mais profondément émouvant dans un journal local d'Oslo. Il y relate une rencontre inopinée avec Nicolas-Jacques Charrier, qui avait eu lieu 2 ans plus tôt, à l'occasion d'un symposium universitaire sur l'art européen. Leur échange n'était ni enregistré, ni prévu, mais au détour d'une conversation privée, le nom de Bardot a été mentionné. Lars se souvient. « J'ignorais qu'il était son fils. Je l'ai appris de manière tout à fait fortuite en consultant sa notice biographique. Quand je lui ai posé la question de son lien de parenté avec Brigitte Bardot, sa réponse fut « Je suis son erreur ». Cette phrase, brève, cinglante, encapsule à elle seule toute la souffrance d'une existence reléguée au second plan. Et pourtant, derrière cette affirmation, sans concession, on ne décelait ni haine ni colère, mais un simple constat, glacial, lucide et définitif. Dans les mois qui ont suivi le décès de Bardot, d'autres récits ont commencé à faire surface. Une consoeur de Nicolas, enseignant dans le même établissement, a confié à un média de l'Hexagone, il a toujours fait preuve d'une réserve extrême, mais après sa mort, son attitude était métamorphosée. Il arborait une quiétude inédite, mais aussi une distance palpable, tel un homme scellant définitivement un sépulcre, qu'il avait mis toute une existence à façonner. Les révélations que Nicolas-Jacques Charrier a eues du vivant de Brigitte Bardot ne constituent en rien un récit chargé d'amertume. Il ne s'agit ni d'une vengeance médiatique, ni d'une quelconque mise en cause. C'est la vérité à l'état brut, aussi dépouillée que le mutisme d'un jeune garçon cherchant à comprendre pourquoi il n'a pas été désiré. Selon des témoignages de son entourage immédiat, il aurait partagé avec ses filles, désormais, des femmes, son souhait de ne jamais leur faire subir le fardeau de porter le patronyme Bardot. Je refuse que l'on vous enferme dans un récit que vous n'avez pas écrit. Et en parfaite conformité avec ce principe, ni elle, ni leur mère, n'ont jamais été sous les feux des projecteurs. Aucune présence publique sur les réseaux sociaux, aucune mention dans les médias, une invisibilité organisée avec une rigueur absolue. Toutefois, dans le premier cercle de ses intimes, Nicolas aurait partagé une confidence qui fut plus tard transmise par un biographe scandinave. J'ai gardé le silence parce qu'elle avait impérativement besoin que je ne parle pas. Si je l'avais mise face à ses actes, elle se serait désintégrée. Son mythe personnel lui était vital. Par conséquent, j'ai choisi de le laisser intact. Cette décision, relevant d'un altruisme profond ou d'un fatalisme résigné, dévoile une réalité insoupçonnée. Le mutisme de Nicolas n'était sans doute pas une dérobade, mais bien une manifestation d'amour, inexprimé, un attachement déséquilibré, sacrifié sur l'autel de la célébrité, mais qui n'a jamais eu pour but de blesser. Dans une missive manuscrite, découverte fortuitement parmi les affaires de son père et probablement rédigée durant les années 80, Nicolas couchait ces mots sur le papier. « Je ne te déteste pas, mais je suis incapable de savoir comment t'aimer. Mon existence découle d'un rejet. Et depuis ce jour, je m'évertue à ne pas transformer cela en ressentiment. Ce courrier ne fut jamais posté. Il est demeuré dans son enveloppe jaunie par les années, soigneusement pliée en 4, reléguée au fond d'un meuble. Elle représente pourtant peut-être la clé de voûte de cette histoire, car au final, ce que Nicolas-Jacques Charrier a toujours farouchement défendu, c'est la noblesse de son propre silence, là où une multitude d'autres auraient à crier leur souffrance sur les scènes médiatiques. Il a fait le choix de rester dans l'ombre. Quand d'autres auraient publié des autobiographies vengeresses, il a privilégié les non-dits, éloquents. Et lorsqu'on l'interroge aujourd'hui en privé sur ce que le nom de Bardot lui évoque, il se contente de répondre, sobrement, « C'est une page tournée, elle est en paix, et je le suis aussi. » Cependant, dans son regard, dit-on, subsiste cette étincelle infime, à peine perceptible, de l'enfant qui aurait simplement rêvé d'entendre sa mère lui murmurer « Je suis tellement fier de… » Toi, la postérité française conservera de Brigitte Bardot l'image d'une femme affranchie, indocile et légendaire, celle qui a dynamité les codes, bousculé l'ordre établi et totalement réinventé l'image de la féminité de l'après-guerre. Elle fut l'objet de désirs, de crainte et d'admiration. Sa vie fut guidée par ses propres lois,
sans jamais la moindre concession. Mais à trop vouloir être un mythe, elle s'est déconnectée de la réalité des simples mortels, y compris de celle de son propre fils. L'itinéraire de Nicolas. Jacques Charrier n'est pas uniquement celui d'un enfant délaissé, c'est celui d'un homme qui a dit non à la revanche, qui a refusé de se définir par la rancœur et qui a su faire de son anonymat une véritable citadelle. Il avait l'opportunité de parler. Il s'en est toujours abstenu. Il aurait pu pointer du doigt. Il a préféré la discrétion. Il aurait pu exiger la reconnaissance qui lui était due. Il a fait le choix conscient de ne jamais la quémander. Et c'est sans doute là, dans cette fierté inébranlable, dans cette loyauté, muette à sa propre histoire, que se trouvent à la fois sa tragédie et son immense noblesse. Actuellement, à Oslo, il continue de parcourir les rues tel un anonyme, sans protection, sans photographe, libéré de l'ombre écrasante de la célébrité. Il a tout mis en œuvre pour ne pas être réduit au statut de fils de... Il est un homme, tout simplement. Un homme que le grand public a peut-être omis, mais dont le long silence acquiert aujourd'hui une résonance particulière. Car maintenant que la voix de Brigitte Bardot s'est éteinte pour l'éternité, ce qu'il a gardé pour lui devient un témoignage que l'on ne pourra jamais oublier. Et de votre côté, comment auriez-vous agi si vous aviez été à sa place ?